Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Gabriel Girard, qui est sociologue, qui nous a rejoint il y a 2 mois de ça maintenant, exactement, dans l'équipe de Santercom, donc du CESTIM, suite donc à l'obtention d'un poste de chargé de recherche INSERM. Voilà, donc il va nous parler entre autres de ses travaux autour de la PrEP, mais plus largement des stratégies de prévention pour la population gay. Voilà. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de lever la voix. Merci de m'accueillir dans ce séminaire. Alors, le plan de ma présentation, je vais me présenter d'abord, dire d'où je parle. En fait, c'est assez classique en sciences sociales, en sociologie, d'expliciter d'où on parle, d'où on s'exprime. Je reviendrai ensuite sur le contexte de la prévention du VIH, et en particulier au Canada, où j'ai travaillé ces 8 dernières années. Je présenterai en particulier une étude qui s'appelle l'étude Résonance. Je vous expliquerai ce qu'il en est. Et puis je conclurai avec une réflexion autour des enjeux de prévention et d'inégalité sociale de santé. Alors, d'où je parle ? Je suis sociologue de la santé, chargé de recherche à l'INSERM, comme Perrine l'a dit. Mes recherches portent sur la prévention du VIH, la santé des minorités sexuelles et de genre, des personnes LGBT au sens large. Et j'ai un profil, une approche très qualitative en fait. C'est vraiment mes compétences sont très qualitatives pour approcher la réalité sociale. Vous allez le voir dans l'enquête Résonance, qui est basée sur une méthodologie qualitative. Mais par ailleurs, je suis aussi un homme gay impliqué dans la lutte contre le sida, et je suis franco-canadien. Je tiens à le préciser, tout ça parce que c'est pas juste des enjeux d'identité ou de papier, c'est aussi parce que ça me situe aussi scientifiquement. C'est de là où je parle. C'est ça aussi qui va déterminer mes intérêts de recherche et parfois les biais dans lesquels je vais être, mais aussi le nommer, c'est une manière d'essayer de contrôler ces biais, de travailler avec. Voilà. Alors, le contexte. Je vais dresser un portrait très rapide du contexte de la prévention du VIH. J'imagine que certains d'entre vous sont très au courant de tout ça, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Si jamais il y a des questionnements, n'hésitez pas à me faire signe. Je peux expliquer plus, en fait. Donc on est, disons, ces 10 dernières années, dans un contexte qu'on a appelé de biomédicalisation de la prévention du VIH, avec 2 grandes tendances, 2 grands enjeux. À la fois la reconnaissance du rôle préventif des traitements antirétroviraux. On va parler de charge virale indétectable, qui est égale à zéro transmission du VIH. Ça, c'est quand même une avancée majeure même de l'histoire de l'épidémie, enfin de la lutte contre l'épidémie. Et puis, l'émergence en parallèle de la prophylaxie pré-exposition. Donc, je ne sais pas si c'est familier pour tout le monde ici, c'est-à-dire un traitement donné pour des personnes séronégatives qui permet d'empêcher l'acquisition du VIH et qui est très, très efficace pour empêcher l'acquisition du VIH, voire plus efficace que le préservatif. Donc ça, c'est pour le contexte un peu biomédical. Le contexte plus santé publique, disons, c'est que c'est dessiné au cours de la dernière décennie aussi l'horizon possible d'un monde sans sida, c'est-à-dire qu'on pourrait arriver à moyen terme, disons, certains parlent de 2030, d'autres un peu plus loin, à arrêter l'épidémie, c'est-à-dire arrêter la dynamique de transmission du VIH. Il y aura toujours des gens qui vivront avec le VIH, mais l'idée c'est qu'il n'y ait plus de transmission, donc l'épidémie s'arrêterait. Alors, on le dit et on le prévoit parce qu'on a tous les outils nécessaires pour ça, en particulier des outils, les traitements, mais aussi les outils classiques de prévention et puis de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Mais les constats qu'on fait quand même, il y a cette espérance, disons, mais les conditions de possibilité sont malheureusement pas encore remplies, à la fois parce que, pour tout un tas de raisons sociopolitiques, la persistance d'inégalités sociales à l'échelle mondiale, les atteintes aux droits humains, qui sont des atteintes aussi à la prévention et à la prise en charge du VIH, les discriminations qui perdurent malheureusement, et puis on peut le dire aussi, un manque de volonté politique globale. On a tous les outils, mais il faudrait les mettre en œuvre, il faut passer à l'échelle sur beaucoup de dimensions, et ça, on n'y est malheureusement pas encore. Et puis, dernier élément de contexte, parce que là je vais beaucoup vous parler des hommes gays, des HSH, des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. C'est une communauté qui a été très impliquée historiquement dans la lutte contre le sida, et on a constaté aussi au cours de la dernière décennie que cette implication, cette mobilisation s'était transformée, à la fois parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, de reconnaissance sociale de l'homosexualité dans nos sociétés, que les modes de rencontre ont changé, beaucoup plus sur Internet, beaucoup moins dans les lieux physiques, et que ça a changé en fait les rapports aux autres et les rapports à la communauté. Les gens se sentent peut-être un peu moins appartenir à un groupe, tout un tas de bonnes et mauvaises raisons, mais ça a un impact sur la mobilisation collective. Et puis, les motifs d'engagement se sont diversifiés. On avait un engagement très fort sur le VIH,
peut-être parce qu'il y a moins d'urgence aujourd'hui ou qu'il y a plus d'outils, les gens sont moins impliqués sur ce terrain-là, plus sur des enjeux d'égalité ou de droits des LGBT au sens large. Et puis il y a des gays qui sont aussi impliqués sur d'autres champs militants, l'écologie ou autre, et ça, il faut le prendre en compte. C'est pas parce qu'on est gay qu'on est impliqué sur le VIH. Mais ça mérite de le dire, quand même. Alors, contexte du VIH, j'arrive à un point plus spécifique. Au Canada, parce que l'enquête que je vais vous présenter par la suite s'est déroulée au Canada. Ça, c'est des données 2016, c'est les plus récentes qu'on avait. Donc, c'est chaque année 2165 nouveaux diagnostics VIH à l'échelle du pays, c'est environ 40 millions d'habitants. On parle d'une épidémie concentrée. Alors, c'est peut-être pas très lisible pour vous, mais c'est à peu près comme en France, en fait, concentré dans des populations spécifiques. Donc, au Canada, on parle de HRSA pour HSH, mais c'est la même chose, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. C'est plus de la moitié des nouvelles infections au Canada. Les utilisateurs de drogues injectables représentent environ 11% des nouvelles infections. Et puis les personnes originaires de régions où le VIH est endémique, notamment Caraïbes, Afrique subsaharienne, représentent 13% des nouvelles infections. Ce qui laisse en fait environ 20% pour des personnes hétérosexuelles non originaires de pays où le VIH est endémique. Donc ça présente un peu un tableau général de l'épidémie qui n'est pas si éloigné de ce qu'on connaît en France, à part peut-être que les UDI en France, il y a beaucoup moins d'infections chez les UDI en France qu'au Canada, mais ça, je pourrais y revenir, c'est d'autres raisons. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 63 000 personnes, c'est une estimation, qui vivent avec le VIH au Canada, et qu'il y en a 14% d'entre elles, 9 000, qui ignorent encore leur statut sérologique. Donc ça, c'est un vrai enjeu, un vrai défi de santé publique, d'aller permettre à ces personnes de se dépister, de connaître leur statut sérologique. Alors, les défis de la lutte contre le VIH au Canada, je dirais que c'est un défi qui est assez universel, disons. C'est comment on peut expliquer le maintien d'un niveau élevé de nouvelles infections par le VIH chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. On voit que c'est plus de la moitié des nouveaux cas en 2016, et ça, la tendance est maintenue. Alors que, comme je l'ai dit, on a un contexte de diversification des outils de prévention. On n'a jamais eu autant d'outils de prévention à disposition, et la PrEP s'est ajoutée, la dernière qui s'est ajoutée. Et puis, alors que la reconnaissance sociale de l'homosexualité au Canada est acquise depuis 2004. Alors je le dis parce que dans la lutte contre le sida, on s'est souvent dit les hommes gays ont des enjeux spécifiques avec le VIH aussi parce qu'ils sont une population particulièrement discriminée sur le plan légal. Et on voit qu'en fait, c'est un constat, il n'y a pas d'explication évidente, mais le droit au mariage, le mariage pour tous au Canada est en place depuis 2004 et on n'a pas constaté particulièrement d'impact sur le nombre de nouvelles infections. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne avancée, mais ça veut dire que le lien entre égalité des droits et puis réduction des infections n'est pas forcément aussi mécanique qu'on aurait pu l'imaginer. Et ça, c'est un défi, en fait. Ça veut dire aussi qu'il y a sans doute une homophobie structurelle qui se maintient dans une société comme le Canada, malgré des avancées légales. Alors, je vous ai listé un peu ici des explications courantes, spontanées, que j'entends en tant que chercheur dans le domaine du VIH, pour expliquer en fait pourquoi il y a un décalage entre les outils, la disponibilité des outils, et puis les nouvelles infections chez les gays. Alors, premier type d'explication, c'est un enjeu d'information et de compréhension. C'est vrai qu'on peut se dire, est-ce que tous les HSH sont au courant qu'il y a tous ces outils de prévention? Ça, c'est un fait. Et puis, je pense qu'il y a du travail encore à faire là-dessus. Et puis, même s'ils sont au courant, est-ce qu'ils comprennent bien les implications de ça? Est-ce qu'ils comprennent bien, par exemple, comment fonctionne la PrEP? Ou est-ce qu'ils comprennent bien que indétectable égale intransmissible? C'est tout un tas de... Ça, c'est pour le coup des questions importantes et intéressantes en santé publique, et je les nomme aussi pour ça. Alors, deuxième registre d'explication, auquel j'adhère moins, pour tout dire, c'est une question de comportement. Et ça va être beaucoup des discours que j'ai qualifiés de moraux, ou enfin une explication morale ou pathologisante. C'est de dire, s'il y a beaucoup d'infections chez les gays encore aujourd'hui, c'est que les gays font n'importe quoi, ils ont des relations sexuelles incontrôlées. Bon, ça c'est un regard que je trouve pas nécessairement constructif ni intéressant, parce qu'il est réducteur, et puis parce qu'on n'a pas trouvé vraiment d'explication ou de justification à ces explications morales ou pathologisantes. Au contraire, elles enferment plutôt, elles reconduisent en fait une forme d'homophobie, de parler des gays comme ayant des comportements incontrôlés. Et puis, dernier registre d'explication pour ce paradoxe, c'est des enjeux liés à la communauté gay elle-même. Donc on va dire peut-être que la communauté gay a des
codes culturels, des manières de faire qui sont spécifiques et qui les rendent moins accessibles ou en tout cas moins adhérents à ces nouvelles stratégies de prévention. Là aussi, moi, je porte un regard critique sur ces explications-là. Je trouve qu'elles sont culturalistes, et culturalistes au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à homogénéiser les gays comme un groupe qui serait comme tous pareils et à les rendre en fait un peu responsables aussi de la situation. Donc voilà, j'ai passé en revue quelques explications courantes ou spontanées de ce paradoxe. Je vais maintenant arriver un petit peu comment moi, comme sociologue, je regarde ces enjeux-là, comment j'essaye de les expliquer et de les travailler. Est-ce que ça va jusqu'ici? Il n'y a pas de questions? Merci. L'apport des sciences sociales, et en particulier de la sociologie. Alors je vais vous faire très rapide, mais un des premiers trucs qu'on apprend comme étudiant en sociologie, c'est qu'il faut se distancier des explications courantes. Souvent dans le monde social, les gens ont des avis, des opinions sur les choses. Comme sociologue, on va avoir tendance à prendre du recul, à se dire, ok, les gens disent ça, mais est-ce que c'est sur quoi ils se basent, et est-ce que c'est finalement une lecture si objective de la réalité? Rompre avec le sens commun, c'est comme ça qu'on dit, rompre avec les préjugés, notamment pathologisants ou les explications morales. Mener des études empiriques, ça c'est la deuxième grosse balise des sciences sociales, de la sociologie, c'est l'importance du terrain. C'est-à-dire on ne peut pas se contenter de constater, il faut qu'on aille voir, qu'on aille interroger les gens, leur poser des questions, comprendre leur contexte de vie, savoir pourquoi les choses se passent comme elles se passent, et puis s'intéresser au sens que les gens donnent à leur pratique. Ça, je vais en parler tout à l'heure. C'est-à-dire regarder vraiment pourquoi les gens agissent comme ils agissent, est-ce qu'il y a des raisons, et comment ils expliquent ces raisons, comment ils en parlent. Donc ça, c'est vraiment des caractéristiques d'une étude sociologique dans le domaine de la santé et du VIH. Et ça m'amène à développer un certain nombre d'hypothèses sociologiques que je vous présente rapidement. Alors la première, c'est une hypothèse très liée au contexte canadien. C'est qu'au Canada, l'exposition au VIH est criminalisée, pour être plus explicite, c'est-à-dire qu'une personne séropositive qui a un rapport sexuel avec une autre personne est censée lui dire son statut avant la relation sexuelle, et si elle ne le dit pas, elle peut être punie pénalement. Donc même s'il n'y a pas eu de transmission du VIH. Donc c'est une des lois les plus dures au monde, c'est-à-dire que l'exposition, ce qui est appelé l'exposition au VIH, c'est-à-dire le contact avec une personne séropositive, peut créer une situation judiciaire et envoyer des gens en prison, ce qui est quand même catastrophique. Et ça, je le dis parce que c'est quand même un point important, un élément de contexte important, parce que les gens l'ont en tête et que ça va peser sur... tout le monde n'est pas égal dans le dévoilement de son statut sérologique, c'est pas toujours facile de le dire et on a peur d'être rejeté, ce qui arrive encore trop fréquemment. Et quand c'est criminalisé l'exposition, ça n'aide évidemment pas, et ça n'incite pas les gens à se faire dépister. Deuxième hypothèse sociologique, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est que la reconnaissance des droits des personnes LGBT, qui a été au Canada acquise assez tôt, en 2004 c'est un des premiers pays du monde, enfin parmi les premiers à reconnaître l'égalité des droits pour les personnes LGBT, mais ça ne veut pas dire la fin de l'homophobie. Tout ça cohabite, il y a des droits, il y a de la reconnaissance, mais il y a aussi des réactions homophobes, des violences. Dans un pays comme le Canada, tout n'est pas rose pour les personnes LGBT, et ça a un impact en termes de déterminants structurels de la santé. Et puis enfin, je l'ai mis en gras parce que c'est là-dessus que je vais approfondir dans les prochaines minutes, c'est tout ce qui concerne les différenciations sociales au sein des communautés gays. C'est-à-dire que, contrairement à l'idée reçue que je présentais précédemment, moi je ne pense pas que la communauté gay soit homogène. D'ailleurs, je parle des communautés avec un S, et le terme communauté, je sais, se discute. Mais au contraire, c'est des univers sociaux très différenciés. Il y a tout un tas de gens derrière cette étiquette, derrière ces pratiques. Et on ne peut pas postuler que les gays sont tous pareils. Et ces différenciations sociales-là sont importantes à prendre en compte pour faire de la prévention et intervenir auprès de ces personnes. Alors, maintenant je vais vous présenter en quelques diapos l'étude Résonance, qui est une étude qui a été menée au Canada entre 2013 et 2016. Donc l'objectif de l'étude, c'était de comprendre ce que les hommes gays vivant au Canada pensent des nouvelles informations concernant le VIH et comment ces informations influencent leur vie. Donc on avait une approche très ouverte. L'idée, c'était de se dire, on a un nouveau contexte, il y a la PrEP, il y a l'indétectabilité. Les gens sont censés être au courant, peut-être qu'ils ne le sont pas, mais surtout, comment ils le comprennent, qu'est-ce qu'ils en font dans leur vie, comment ça résonne chez eux finalement, d'où le nom de l'étude Résonance. C'est une recherche de type communautaire, c'est-à-dire qu'elle a été menée en lien avec une université, des chercheurs universitaires, et puis des organismes communautaires, des associations, dans 3 villes au Canada, à Montréal, Toronto et Vancouver. L'idée, c'était d'avoir un panorama aussi géographique assez diversifié.
il y a eu 12 focus group, donc ça, typiquement, c'est une approche qualitative de collecte des données, de faire un focus group. J'expliquerai peut-être un peu plus loin à quoi ça consiste, qui ont été menés dans les 3 villes, et c'est en tout 86 participants, avec une relative diversité d'âge, de statut sérologique et d'ethnicité, qui ont pris part à l'étude. Alors, en 2 mots, les focus group, je ne sais pas s'il y a des gens... Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un focus group? N'hésitez pas à dire non, hein, je peux l'expliquer. C'est bon pour tout le monde? Non, ok. Bien, merci de se dévouer. Un focus group, en fait, en sociologie, on a plusieurs approches, mais on peut faire des entretiens individuels, aller discuter avec une personne et puis recueillir son opinion, son avis, ses pratiques, son expérience. Mais on peut aussi choisir de faire ce qu'on peut appeler un entretien collectif, c'est-à-dire réunir plusieurs personnes et les faire discuter autour d'une thématique. Et typiquement pour l'étude de résonance, on a réuni des focus groups, donc c'était des groupes entre 5 et 12 personnes, et on les a fait discuter autour de la PrEP, l'indétectabilité, en leur posant tout un tas de questions qu'on prédéfinit à l'avance, et on les laissait réagir. Alors les focus groups ont un double intérêt, je trouve que c'est une méthode de collecte de données très efficace, très utile, on collecte des données très intéressantes, parce que les gens parlent de ce qu'ils vivent, mais d'autre part, on peut observer aussi les dynamiques à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire les gens émettent des avis, mais se répondent, discutent, débattent, sont des fois d'accord, des fois pas d'accord, et c'est comme si on recréait dans une sorte de mini espace-temps, en fait une sorte de communauté virtuelle où les gens se parlent et se contredisent ou se mettent d'accord, et ça, comme d'un point de vue sociologique, c'est intéressant de voir les arguments qui sont échangés, les accords et les désaccords qui s'expriment. Je vais l'illustrer tout à l'heure avec quelques citations. Alors, premier point, l'étude de résonance avait vraiment deux portes d'entrée fortes qui étaient l'indétectabilité et la PrEP. Et si on s'intéresse d'abord à la charge virale indétectable, comment les gays en parlent. Donc là, je vais vous donner quelques extraits de focus group qui ont été menés au Canada, et puis je les commenterai avec vous. Alors, premier extrait, c'est un homme séronégatif de Vancouver. Donc là, entre parenthèses, à la fin, il y a les caractéristiques, statut sérologique, tranche d'âge et puis ville, et qui dit avant de déménager ici, donc à Vancouver, je me fiais encore aux données d'il y a 20 ans, alors que le sexe sans préservatif, sans condom, comme on dit au Québec, était interdit, point. J'ai dû faire beaucoup de recherches avant de pouvoir me convaincre que c'était correct de le faire. J'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur Internet, j'en ai parlé à des professionnels de la santé, ils m'ont tous dit la même chose. Baiser avec une personne dont on sait qu'elle a une charge virale indétectable est plus sûr que de le faire avec un préservatif, avec un inconnu. Je n'arrivais pas à croire qu'ils disaient tous la même chose. Wow. Alors j'ai commencé à avoir des relations non protégées avec lui, c'est-à-dire son partenaire séropositif. Donc là, on voit, c'est intéressant, c'est vraiment ce témoignage d'une distance à l'égard des données, d'une appropriation progressive en fait, de la notion d'indétectabilité qui n'était pas donnée d'avance et qui a conduit cette personne à se renseigner de toutes les manières possibles avant de se laisser y croire que c'était vraiment efficace. Et donc ça, c'est un témoignage assez représentatif de ce qu'on a pu entendre dans les différents focus group sur le sujet, c'est qu'il y a eu chez beaucoup de gens beaucoup d'incrédulité. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces données Et d'ailleurs, j'y reviendrai à la fin. Pourquoi personne en parle beaucoup plus? Pourquoi, alors qu'on le sait, pourquoi la santé publique ne le dit pas de manière plus explicite? Alors, deuxième extrait de focus group. Donc ça, c'est un homme séropositif de Montréal et qui dit à Montréal, je te dirais que dans le village, c'est-à-dire le village, c'est un espace de la ville où il y a beaucoup de bars et de clubs gays. Donc dans le village, tout le monde sait c'est quoi être indétectable. En région, par contre, quand je dis que je suis pose indétectable sur les sites de rencontres, et on me met 3 points d'interrogation. Je ne prendrai même plus mon temps à expliquer, même plus mon temps à expliquer, parce que c'est trop long et au bout de la ligne, la personne va encore avoir extrêmement peur, elle ne comprend pas ce que c'est. Et il finit en disant, il y a vraiment 2 réalités, je trouve, il y a ce qui se passe dans le village, où les gens sont informés, puis à l'extérieur du village, dans les autres régions. Donc là aussi, c'était intéressant pour nous d'analyser ça, comment les gens, quand ils parlent des nouvelles approches de prévention, de l'indétectabilité, de la connaissance de ces approches, ils ont tendance à essayer de poser ça en termes géographiques. Qui croit, qui pense ça efficace, qui est au courant, et les gens vont dire dans mon entourage ou dans mon quartier versus la région versus d'autres endroits dans la province. Donc voilà, une des conclusions qu'on a tirées de ça, et c'est des extraits, c'en est que 2, mais il y en a beaucoup dans ce sens-là, c'est que vraiment ces nouvelles technologies de prévention, que sont la PrEP et la charge virale indétectable,
eh bien, elle révèle l'hétérogénéité sociale, géographique, mais aussi générationnelle de la communauté gay. Parce que ce qu'on a vu, là ça ne ressort pas nécessairement, mais c'est qu'il y avait beaucoup d'écart entre les jeunes générations qui avaient tendance à plus y croire, en tout cas à plus penser à l'efficacité des stratégies de prévention biomédicale, et puis des personnes peut-être plus âgées qui avaient vécu d'autres moments de la lutte contre le sida, qui étaient plus sceptiques spontanément, qui étaient plus réticentes à se dire que le préservatif n'était plus la seule stratégie disponible. Ça va jusqu'à présent? Alors la PrEP maintenant, je vais faire en 3 diapos finalement, charge indétectable, PrEP, et puis un autre sur les réticences. Donc la PrEP, comment les gays en parlent? Donc extrait d'un focus group à Montréal, un homme séronégatif, 35-49 ans, il dit « Je trouve que les gens voient cette pilule-là, anti-VIH, plus comme un prétexte pour ne pas se protéger. Une pilule miracle pour ne pas se protéger, s'exposer plus à des risques de contamination, et puis je trouve que ça ne fait pas de sens. » Donc là, on a une personne, et on l'a mis aussi parce que, et puis je vais y revenir dans la diapo suivante, on a eu beaucoup d'expressions de défiance, de scepticisme, voire des fois très fort, très radical vis-à-vis de la santé publique, vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, en disant mais qu'est-ce qu'on essaye de nous vendre là? C'est quoi ces histoires de pilules qui protègent du VIH? Est-ce qu'on peut vraiment y croire? Et ce point de vue-là, alors bon, c'était en 2015-2016 que ces données-là ont été recueillies. La PrEP depuis s'est beaucoup plus diffusée, mais c'était révélateur, ça reflétait un état d'esprit aussi dans les communautés gays au Canada, de défiance, méfiance vis-à-vis de la PrEP, en disant mais est-ce que c'est vraiment efficace et est-ce que c'est pas juste un prétexte pour certains hommes gays d'aller avoir des relations sexuelles non protégées? Et dans les focus groups, ça crée des dynamiques de discussion, je peux vous dire, assez chaudes des fois, parce que les gens étaient des fois pas du tout d'accord entre eux. Il y a des gens qui prenaient la PrEP, d'autres qui voulaient surtout pas la prendre. Ils n'étaient pas d'accord, clairement, et c'était complexe mais intéressant d'un point de vue sociologique. Alors, autre extrait de focus group, là c'est plus un échange. Alors c'est 3 personnes dans un groupe de personnes séropositives qui se répondent. Donc alors ils discutent entre eux, on leur dit mais qu'est-ce que vous pensez de la PrEP? Et là les gens se mettent à échanger entre eux. Donc, il y en a un qui dit si quelqu'un me dit qu'il prend la PrEP, ça me prouverait juste qu'il est sexuellement responsable. S'il est sous PrEP, il fait probablement des dépistages régulièrement. Je pense, enfin j'espère. Une personne lui répond, contribue à la discussion en disant « Je me demanderais surtout combien de partenaires sexuels il a eu, mais en fait ce n'est pas très important, je suis qui pour juger, moi aussi j'aimerais bien avoir beaucoup de sexe. » Et puis, voilà, tout un tas de discussions, les gens riaient d'ailleurs dans les focus group comme vous venez de le faire. Et puis quelqu'un qui finit en disant « Je penserais simplement qu'il prend ses responsabilités pour sa santé, et d'ailleurs je pense que je me sentirais plus à l'aise avec lui. » Je peux reprendre? Ouais, vous entendez. Donc je pense que je me sentirais plus à l'aise avec lui, il serait probablement mieux informé sur la prévention, plus à jour, bref, plus moderne. Donc on voit dans cet échange qui est vraiment intéressant, je trouve, de la dynamique aussi de la discussion, de comment on discute des autres, de la responsabilité en prévention et comment on perçoit la PrEP. Alors là c'est un groupe d'hommes séropositifs. Ils n'étaient pas tous aussi ouverts à la PrEP, il y a beaucoup d'hommes séropositifs qu'on a rencontrés dans ces focus group qui au contraire étaient assez hostiles en disant mais de quoi ils se mêlent ces séronégatifs à vouloir prendre un traitement antirétroviral? Nous, on en subit déjà les conséquences depuis longtemps. C'est quoi cette histoire de séronèques qui prennent un traitement? Et puis, c'est une des conclusions qu'on a tirées, c'est que la question de la responsabilité préventive, elle a été vraiment beaucoup discutée. C'est qui est responsable? Moi, l'autre? Est-ce que les autres sont responsables ou irresponsables? C'était une thématique très forte dans les discussions. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'était intéressant aussi, c'est que la responsabilité des autres ressortait souvent. C'était souvent des jugements portés ou des avis portés sur les autres membres de sa communauté, de son groupe, de son réseau amical. Enfin, dernière diapo sur ces données-là, c'est la question de la défiance, j'en ai un peu parlé, la défiance, de la méfiance vis-à-vis des nouvelles stratégies de prévention. Donc alors, un extrait aussi du focus group, beaucoup plus critique, un homme séropositif de Toronto qui dit je pense que ça conduit totalement à un faux sentiment de sécurité, donc il parle de la PrEP, parce qu'on risque d'avoir des mauvaises surprises dans 50 ans si on se rend compte que la PrEP cause des dommages graves au foie ou autre chose qu'on n'avait pas anticipé. Eh bien, on aura pris 50 ans de retard. Ce point de vue-là, il est intéressant parce que, et nous, comme animateurs du focus group, on avait, c'était 2015-2016, on avait tout un tas de données très précises sur la PrEP.
notre objectif, c'était pas d'intervenir, de couper la parole aux gens. C'était intéressant d'avoir leur avis. À la fin, par contre, on faisait un petit point sur certaines choses fausses qui avaient pu être partagées. Et on voulait vraiment laisser les gens libre cours à l'expression. Et on voit ce point de vue-là, il est beaucoup ressorti, pas qu'à Toronto, à Montréal, à Vancouver aussi. Mais la PrEP, c'est un traitement, on ne sait pas les conséquences, on n'a pas de recul. Alors lui, il parle dans 50 ans, mais il y a des gens qui disaient, mais ça se trouve, au bout de 2 ans, les gens vont avoir des problèmes qu'on n'aura pas anticipés. En gros, en mise en accusation de l'industrie pharmaceutique en disant ils sont irresponsables, pourquoi ils font ça et pourquoi on devrait les croire. Donc ça reflète, on peut être d'accord, être pas d'accord avec ce point de vue, et on doit constater que ça reflète aussi un avis qui est partagé dans nos sociétés de critique, de défiance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Alors, dernier extrait, qui est un peu long. C'est sur la charge virale indétectable, mais je le trouvais intéressant. C'est un homme séronégatif de Montréal qui dit « Alors voilà, il y a eu de l'information qui circule là-dessus, la charge virale indétectable. Depuis quelques années, dans les premiers temps, j'étais sceptique en me disant « Mais est-ce que c'est un mensonge? C'est écrit presque nulle part. Elle n'est pas diffusée. Est-ce que l'information est boycottée? Est-ce qu'elle est censurée ?» Parce que ça a commencé à sortir vers la fin 2011, ces histoires-là. Donc c'est vrai que c'est dans les débuts des années 2010. Ça venait de Suisse, donc il a retenu aussi des médecins suisses qui les premiers ont fait cette affirmation, indétectable égale intransmissible. Et il disait, les gens qui ont une charge indétectable, qui prennent des médicaments régulièrement, ont un risque quasi nul de transmission qui revenait au même que celui de l'usage du préservatif. Cette information-là était tellement gardée, on se demandait, mais comment on peut savoir si elle est vraie? Personne ne la relaie, personne. D'où est-ce qu'elle sort? Est-ce qu'elle est crédible? Ça, on trouvait ça aussi intéressant parce que ça nous dit beaucoup de choses aussi sur comment les hommes gays perçoivent les informations qui leur sont divulguées, mais aussi les non-informations. Parce que lui, il a entendu parler de l'indétectabilité, par sans doute les médias, ou en tout cas il a lu sur Internet, mais son constat c'est qu'à l'époque, en tout cas, aucun organisme, aucune autorité de santé avait pris la responsabilité de le diffuser, cette information, et c'était le cas au Canada, mais c'était le cas aussi en France. C'est arrivé très tard, l'information sur le sujet publiquement, et ça a créé chez lui une sorte de doute, parce qu'il se disait, mais est-ce qu'on peut le croire si personne n'en parle? Ou à l'inverse, pourquoi les gens la boycottent? C'est quoi le problème en fait? Pourquoi on ne veut pas nous en parler? Donc voilà, et nous on trouve ça intéressant globalement de regarder comment ces points de vue-là s'expriment aussi, ces points de vue de défiance, pas simplement leur adhésion ou leur réflexion par rapport aux pratiques, mais aussi leur réflexion plus générale par rapport au système d'information de santé publique, et j'en ai beaucoup parlé de l'industrie pharmaceutique. Ça va jusque-là? Combien de temps il me reste? Ouais. Ok, je ne vais pas tarder à finir. Alors, prévention du VIH et inégalité, maintenant c'est peut-être une sorte de mini-synthèse de ce que je vous ai présenté. Quelques leçons de l'étude de résonance. Première leçon, c'est la nécessité de mieux saisir les logiques sociales et culturelles de l'appropriation de la détectabilité de la PrEP par les HSH. L'étude date un tout petit peu, 2016, les dernières données, mais ce sera intéressant d'ailleurs de refaire aujourd'hui, de voir un peu comment ça a évolué ou pas, selon les groupes. Mais vraiment, ce que ça nous a appris, c'est c'est pas parce qu'il y a une information qui est diffusée qu'elle est appropriée de la même manière pour tout un tas de raisons, bonnes ou mauvaises, et il faut le prendre en compte. On ne peut pas faire comme si les hommes gays étaient une communauté homogène dans laquelle on pouvait juste insuffler de l'information et ça conduit les gens à changer leur comportement. Deuxième grand enseignement de l'étude, c'est que les relations sociales entre les HSH se recomposent en lien avec les nouvelles stratégies de prévention. Et ça, on l'a beaucoup vu, le rapport à la confiance change. Est-ce que je peux faire confiance à une personne qui est sous PrEP? Est-ce que moi, d'être indétectable, les gens vont me faire confiance si je leur dis? C'était beaucoup des choses qui étaient discutées. Et ça, ce rapport à la confiance, il nous a semblé vraiment clé et très intéressant, très important, à la fois entre les gens, mais aussi vis-à-vis des institutions de santé. Alors ça s'est joué, et je l'ai rapidement présenté, en termes de génération. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que des gens qui avaient grandi dans les années 60-70, découvert leur sexualité dans les années 80, et reçu le message du préservatif toute leur vie pratiquement, pour eux c'était plus difficile de se dire « Ah, il y a d'autres options aujourd'hui ». Alors pas tous, il y a des gens plus âgés qui étaient très ouverts et très, très contents, mais un certain nombre d'entre eux disaient « Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi on veut nous faire changer nos comportements alors que le préservatif, on l'a utilisé depuis des décennies ?» Alors en termes social et géographiques, je l'ai évoqué avec la question de la région versus la ville, le quartier gay versus le reste des quartiers. Et on voit que ça circule différemment. Il y a aussi des enjeux de classe sociale, de niveau d'éducation là-dedans. En termes de statut sérologique, séropositif versus séronégatif, pas toujours les mêmes approches, pas toujours les mêmes appréciations. Notamment les hommes séronégatifs étaient souvent plus ouverts à la PrEP que les hommes séropositifs.
tout un tas de raisons. Et puis enfin, en termes d'accès aux services de prévention et de dépistage, parce que voilà, tout le monde n'est pas proche d'un centre où la PrEP est distribuée, tout le monde n'a pas l'accès aux informations, mais aussi l'accès aux services, notamment pour le dépistage. Enfin, puis ça c'est une conclusion un peu générale, enfin très générale, c'est pour que nous, en tout cas, comme on est l'étude, ça nous invite à réfléchir un peu différemment comment on prend en compte les attitudes des hommes gays, des HSH vis-à-vis des nouvelles normes de prévention, et à réfléchir un peu comment on peut adapter les interventions, en prenant en compte aussi qu'il y a ces attitudes très différenciées selon tout ce que j'ai dit précédemment, génération, environnement social, classe sociale, statut sérologique, mais aussi proximité des lieux de soins et de dépistage. Voilà, j'ai pratiquement terminé. Pour aller plus loin, il y a un article qui est paru assez récemment dans une revue, c'est en anglais, qui résume un petit peu les principaux résultats de l'étude, que je vous invite à aller consulter, et je peux vous le fournir. Et puis je voulais juste faire un dernier clin d'œil, parce qu'on est dans un contexte, vous le savez sans doute, de lutte assez large, et notamment dans l'enseignement supérieur et la recherche. Alors là, c'est mes collègues des revues de sciences humaines et sociales qui sont en lutte, et je trouvais important de le signaler, parce que beaucoup de séminaires de ces dernières semaines ont été annulés, reportés pour toutes ces raisons. Là, on le fait, mais je trouvais ça important de dire qu'il y a un contexte, il y a des gens qui luttent pour des bonnes conditions de travail dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur et la recherche, et je trouve ça important de le dire. Merci beaucoup.